c'est moi, enfin mon ancien moi, il y a 10 ans. Donc j'étais coiffeuse à domicile à mon compte. J'adorais mon métier. Alors maintenant, vous sentez le goût amer un peu. J'ai du mal à dire ça, mais bon. Oui, à ce moment-là, j'adorais mon métier. C'était ma passion. Je bossais énormément, plus de 50 heures par semaine, tous les week-ends. J'étais spécialisée dans les mariages, donc forcément... Ah, merci. Forcément, je travaillais tous les week-ends. Donc je suis mariée, j'ai 2 enfants, 3 puisque je suis en famille recomposée. Aujourd'hui, je peux dire que oui, c'était une vie réussie pour moi parce que je gagnais bien ma vie, je partais en vacances 2 semaines par an. Voilà, mais c'est la vie qu'il faut qu'on ait, non ? Travailler dur, avoir des enfants, se marier, avoir 2 chiens, un chat. Voilà, c'était ma vie. Jusqu'au jour où mon mari a commencé à investir dans l'immobilier, où il m'a dit, bon écoute, on a construit notre résidence principale, en père de bonne famille, il a fait beaucoup dans la maison, le carrelage, etc. Et un jour il m'a dit, écoute, faut qu'on investisse, oui, ok. Tu veux faire quoi ? Ben viens, je vais te faire visiter un immeuble, on va débuter avec un immeuble de rapport. Ok, acheter un immeuble, mais enfin, pour moi c'était dingue, enfin, déjà ça me paraissait dingue. Il me dit, viens, bon, il y a quelques travaux, mais je vais te faire visiter, tu vas voir, ok. J'arrive, c'est celui-là ? Non, c'est celui-là. Ah, je dis, tu veux que je meure en fait ? Je dis, on ne va pas acheter cette dope, enfin, c'est pas possible. Il dit, mais si, il faut faire des travaux, fais-moi confiance. Ouais, bah, il me dit, mais si, il faut qu'on se forme. Donc lui, il avait vraiment le nez dedans, il était déjà dans l'immobilier, donc il était déjà formé. Et seulement moi, clairement, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps de me former, j'avais mon boulot, les enfants, voilà. Donc je lui ai dit, écoute, je te fais confiance. Je lui ai dit, fais-le. Je dis, je te suis, par contre, moi, c'est pas possible. Moi, je pourrais pas suivre, avec toi, je pourrais pas suivre. Par contre, je te suis. Donc, on a commencé à investir comme ça, dans des immeubles de rapport. Et un jour, il me dit, écoute, moi, je veux être rentier, donc je veux arrêter de travailler. Je dis, arrêter de travailler ? Je dis, ça va pas ou quoi ? Je dis, personne n'arrête de travailler, il faut travailler, on est obligé de travailler. Mais qui est obligé de... Enfin, il dit, ça, on t'a appris qu'il fallait travailler, mais... Ok. Donc, il a arrêté de travailler. Et il m'a dit, et toi ? Je lui ai dit, non, moi, je dois travailler, il faut que je travaille. Donc, je continuais. Faire mes 50 heures par semaine. Je voyais mes enfants au coucher. Je les voyais jamais. Et un jour, à l'aube de mes 30 ans, est venue la remise en question. Alors, comment ça fonctionne ce truc ? Quelqu'un peut m'aider ? Sébastien, viens m'aider. Bah, j'appuie, mais ça marche pas. C'est bon, c'est ça. Ah, ok. J'ai commencé à me former, mais à me former sur moi-même. J'ai commencé à regarder des vidéos sur le mindset, à suivre des mentors, comme Franck Nicolas ou Alex Cormon, qui est devenu un ami d'ailleurs, et à me poser les bonnes questions. Quelles sont tes vraies priorités ? Est-ce que ta priorité, c'est vivre la vie que tu veux avoir, c'est-à-dire voyager, profiter de tes enfants ? Ou est-ce que c'est travailler ? Pour qui fais-tu ça et pourquoi ? Est-ce que c'est pour toi ? Est-ce que c'est pour tes enfants, pour ton mari, pour ta famille ? Quelle vie voudrais-tu avoir dans 10 ans ? Est-ce que je me vois toujours comme ça dans 10 ans ? À travailler, et à ne pas profiter de ma famille ? Non. Et s'il n'y avait aucun risque, qu'est-ce que tu ferais ? Et là, je me suis dit, ouais, là, je ne me vois pas continuer comme ça. Oui, je vis de ma passion, mais en fait, je me suis rendu compte que ma passion, ce n'était pas mon travail. Ma passion, c'était profiter, voyager, voir mes enfants. Ça, c'est ma passion.
Donc aujourd'hui, j'ai 33 ans, je vis en France et en Floride, j'ai une résidence principale en France et une à Orlando. Je gère 2 conciergeries, une sur le bassin d'Arcachon et une à Orlando. Je suis coach, investisseur immobilier en France, aux États-Unis et à Bali. Donc ça, c'est notre patrimoine immobilier aujourd'hui. Donc oui, je lui ai fait confiance, parce que voilà, il s'est formé, il était sûr de lui, et j'ai bien fait. Ça a été la plus belle décision de ma vie, d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on a notre résidence principale, en France et en Floride. Là, c'est pour la France. On a donc notre premier immeuble de rapport qu'on avait fait la première fois. On a fait aussi 2 maisons individuelles qu'on a construites, qu'on a fait construire. Un autre immeuble qu'on a revendu. Une boulangerie qu'on a rénovée en 3 lots, qu'on a loué en Airbnb et qu'on a vendu. Et 4 appartements sous location professionnelle. On a aussi investi dans une villa à Bali, qui est finie, donc là, ça y est, elle est en location. Elle sera rentabilisée dans 5 ans, et on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas photo au niveau de la rentabilité. Et on a aussi investi dans un appartement à Miami Beach. Alors cet appartement, on l'a acheté l'année dernière. On l'a acheté 90 000 $ au nord de Miami Beach. On faisait 4 000 $ de cash flow par mois en location courte durée. Et on l'a revendu au bout de 6 mois avec une plus-value de 90 000 $. Un truc de fou. Un truc de fou. Donc, la LCD veut dire meilleure rentabilité, on est d'accord? C'est bien connu. Bon, facile, j'en ai 4 à gérer sur le bassin d'Arcachon. Ok, on va faire les annonces, un petit brin de ménage entre 2 locs, le linge, on fera ça à la maison, pas de problème. 4, on gère. Seulement, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça a été un calvaire, un calvaire. Tout l'été, ça a été un calvaire. Ces 4 locations Airbnb que j'ai dû gérer seule, sans channel manager, sans formation, sans rien. Je le faisais moi-même, je répondais aux voyageurs, etc. En plus de mon boulot, bien sûr, puisque j'étais toujours à ce moment-là en coiffure. Donc, il a fallu que je gère les locations Airbnb et Booking, où j'avais tout le temps des doubles résas. Donc, annuler, repositionner, c'était l'horreur. Donc, les doubles réservations, faire le ménage. Heureusement, ma mère est venue à la rescousse à la maison et elle me faisait les ménages, le linge, etc. Seulement, à la maison, le linge, il y en avait partout. Donc, gérer les demandes des voyageurs, les soucis dans les logements, quand les voyageurs ont des problèmes, etc. Voilà. Faire les déclarations de sinistre, quand ils vous posent la poêle bouillante sur le plan de travail et qu'il faut la changer. Faire les courses, le papier toilette, etc. Bref, l'horreur. Donc, j'ai décidé de me former à la conciergerie et je me suis dit, je vais ouvrir une conciergerie seulement pour mes biens. Je vais gérer mes biens, tranquille. Voilà, donc j'ai pris la formation de Sébastien et je me suis formée en parallèle de mon travail. De là est née French Homes, ma conciergerie sur le bassin d'Arcachon. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était un tournant dans ma vie, que je voulais faire autre chose, que je voulais, certes, travailler, mais d'où je voulais, pouvoir vivre ma vie, voyager, partir avec les enfants, etc. J'ai décidé donc de m'investir à fond dans ce projet. On a tout créé avec mon webmaster, le site internet, le logo, etc. Au bout d'1 an, on rentrait déjà 20 biens, donc déjà en période Covid, donc j'étais super contente. On faisait un chiffre d'affaires de 93 000 €, pas dollars. À ce moment-là, j'arrête la coiffure parce que c'était juste plus
plus possible. Je travaillais jusqu'à 18h en coiffure et ensuite je continuais jusqu'à minuit, 1h à la conciergerie, c'était plus gérable. Donc je me suis résignée, mon mari était content, ah tu vois, oui. Donc je me suis résignée, j'ai arrêté la coiffure et je pense qu'on ne peut pas être partout en même temps. J'étais à fond dans ce projet, je faisais n'importe quoi en coiffure, j'oubliais les couleurs, bref. Donc j'ai arrêté. Et on décide de monter notre projet de visa pour partir vivre en Floride. On commençait déjà à pas mal voyager, à bouger avec les enfants pendant les vacances scolaires. On est allé en Floride, on a adoré la Floride. Et clairement, on n'avait plus envie de rester en France. Cette mentalité ne nous convenait plus. J'avais beaucoup de mal aussi avec l'école, les enfants. J'ai un petit problème aussi avec l'éducation nationale, bref. Donc, on a décidé de faire notre projet de visa pour partir vivre en Floride. Et on s'est dit, pourquoi pas ouvrir la conciergerie aussi là-bas. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a ouvert la conciergerie en Floride. 1 an après, donc 2 collaboratrices travaillent avec moi à la conciergerie en France. Elles gèrent, la conciergerie en France, toutes les 2. Donc une en CDI et l'autre en auto. On a donc une équipe de 10 femmes de ménage, une photographe professionnelle pour faire les photos des biens et un webmaster qui gère toute la partie web. Aujourd'hui, on a 45 biens hiver dans la conciergerie, plus de 50 l'été. Et à ce jour, on a déjà dépassé les 100 000 $ de chiffre. Euros. J'ai du mal avec dollars, euros. Et toujours avec la télécommande aussi d'ailleurs. Suite à ça, donc, est née Frenchy Investment, la société qu'on a ouverte en Floride, où on a décidé d'aider les Français à investir aux États-Unis en faisant un pack complet où on les accompagne du début à la fin, c'est-à-dire de l'ouverture du compte bancaire, par la société, par le prêt, parce qu'il faut savoir qu'on peut emprunter aux États-Unis avec nos revenus français. Et désolée pour ceux qui sont passés tout à l'heure, mais je n'investirai plus en France. Voilà, et ensuite, on gère leurs biens avec notre conciergerie. Donc, on a associé la société de coaching et Frenchy Homes. Il faut savoir que, pour vous donner une petite idée, sur un investissement donc à 279 $, avec, sur Orlando par exemple, avec 3 chambres, tout meublé, taxes inclus, avec une location lissée sur l'année d'à peu près 288 $ la nuitée. À Orlando, c'est les parcs, on sait, hein, les parcs Disney, il y en a 7, ils font la taille de Paris, plus Universal Studios, etc. Vous comprenez pourquoi mes enfants ne veulent plus rentrer en France. On a donc la possibilité d'obtenir un crédit aux États-Unis avec un apport entre 25 et 35%, tout dépend si vous achetez une single house ou bien un condo, un appartement. Donc la rentabilité pour 15 nuits par mois net, pré-taxe foncière HOA déduit, les HOA c'est les charges copro, on est à 29% de renta pour 25 nuits, 48. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc, ce que je peux vous conseiller par rapport à mon vécu, simplement, à mon expérience, avant d'entreprendre quoi que ce soit, parce que j'ai eu des déboires, hein, j'ai appris sur le tas, formez-vous, surtout en conciergerie. C'est très compliqué de gérer des Airbnb sans être formé, je dirais même impossible. Allez voir des personnes qui ont réussi. Je sais qu'en France, ce n'est pas la même mentalité. Aux États-Unis, on s'est rapproché de personnes qui ont explosé là-bas, qui vivent d'ailleurs maintenant que là-bas. Ils donnent tout. En fait, je pense que partager son expérience,
c'est ce qui fait tout, et pour nous et pour les autres. Donc allez voir des personnes qui ont réussi, partagez ce que vous savez, tout le monde a à apprendre de chacun. Connaissez votre sujet par cœur quand vous ouvrez une conciergerie. Quand vous allez voir votre premier client, il faut que vous connaissiez par cœur ce que vous faites dans votre forfait, comment ça fonctionne, les assurances, tout. Il faut connaître son sujet par cœur, sinon vous allez ramer, il va vous poser des questions, vous n'allez pas savoir répondre, et là, ça va être la catastrophe. Apprenez tous les jours, mais sur vous. Apprenez sur vous, regardez des vidéos, lisez des livres, surtout le mindset, sincèrement, c'est 90% du job. Fixez-vous des objectifs précis. À court terme, surtout à court terme, sachez ce que vous voulez faire à long terme, où vous voulez aller. Et non, l'échec n'est pas une option, parce que si vous partez perdant, ça sera très compliqué. Vous arriverez perdant. Il faut toujours partir gagnant. Même si c'est des objectifs hauts, l'échec n'est pas une option. Investissez-vous à 100% ou bien laissez tomber. Je suis désolée, c'est pas très gai, mais sincèrement, c'est soit vous faites les choses à 110%, soit vous ne le faites pas. Ça vous parle ? Ok, c'est pas forcément dans le sens où ce sont des personnes qui vous veulent du mal, mais évitez les personnes négatives. Souvent, c'est l'entourage proche. Quand vous avez un tel projet, sincèrement, quand on a commencé à investir au début, on a eu personne autour de nous investissait dans l'immobilier, personne. On était les seuls. Et tout le monde nous a dit « Vous êtes fous, mais ça va pas, mais il faut pas faire ça. » Et puis après, ça a été « Mais vivre en Floride, mais vous vous rendez pas compte ?» Et c'est bienveillant. C'est pas forcément négatif. Bon, oui, vous allez avoir de la jalousie, oui, ça, c'est autre chose, mais attention à la transmission des peurs, parce que les gens vont avoir peur pour vous et vont vous le transmettre. Et là, il faut être blindé. Et rappelez-vous pour qui vous faites ça. Faites ça pour vous, pour votre famille, pour avoir une vie meilleure. Rappelez-vous de ça. Ayez confiance en votre projet. Moi, je dis toujours dans les coachings, pourquoi vous n'avez pas besoin de vendre votre conciergerie. Vous savez que c'est bien pour les gens. Vous avez juste à leur dire qu'ils vont rien avoir à gérer, qu'ils vont gagner de l'argent parce que vous avez des outils pro et vous êtes un professionnel. Donc, eux vont gagner de l'argent. Vous aussi, mais eux aussi. Ne quittez jamais des yeux votre objectif parce que l'entrepreneuriat, vous le savez, tout le monde le sait, si c'était simple, tout le monde le ferait, et vous allez tomber. C'est sûr. Il y a des moments où ça va être compliqué, très compliqué, mais votre force, ça va être de vous relever. Ne jamais baisser les bras, jamais, jamais. Effectivement, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Tout problème a une solution. Et comme je disais tout à l'heure, 90% du job, vous allez le voir après moi, c'est le mindset. Vous souhaitez ouvrir une conciergerie. Alors, quelques conseils par rapport à ça. Automatisez un maximum. Utilisez des outils professionnels. Donc, quand je dis automatiser, c'est surtout utiliser des boîtes à clés, un maximum. Avoir un channel manager, comme disait Sébastien tout à l'heure, c'est juste obligatoire. Et surtout, ne pensez pas que vous n'aurez rien à gérer. Parce que combien j'ai de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Moi, je veux faire ça pour gagner de l'argent qui tombe tout seul. » Bah, fais pas ça. Parce que clairement, ce ne sera pas le cas. C'est énormément de travail, la conciergerie. C'est tout le temps des problèmes. Il faut être fort,
Il faut se dire qu'il y aura des galères, il va falloir les affronter. Il va falloir savoir gérer les déconvenus, et en fait, ce n'est pas des problèmes, c'est votre travail. Vous êtes là pour gérer à la place du propriétaire. Donc, c'est votre travail, en fait, ce n'est pas un problème. Travaillez régulièrement vos annonces. Ça, c'est hyper important. Il faut savoir que sur Airbnb, il y a 100 façons de remonter et redynamiser l'annonce. Il faut, je dirais, au moins 3 fois par semaine, si ce n'est pas 4. Modifiez vos annonces, allez voir vos annonces, likez vos annonces. C'est du travail de tous les jours. Si vous faites seulement qu'automatiser et que vous n'allez pas régulièrement travailler sur vos annonces, ça ne marchera pas. Ou du moins, vous n'aurez pas le résultat souhaité. Et le propriétaire non plus. N'attendez pas pour gérer un problème, quel que soit le problème, surtout en conciergerie, doit être réglé dans les 20 minutes. Dans les 20 minutes, vous savez que vous avez un problème, vous le réglez tout de suite. Vous passez à autre chose. Sinon, ça va vous trotter dans la tête et toute la journée, vous allez être là, ah oui, il faut que je règle ça, bon, mais je le ferai plus tard. Et en fait, ça va vous pomper votre énergie et vous ne serez pas à fond pour le reste de la journée. Donc, il faut absolument régler les problèmes immédiatement. Déléguer et surveiller. Il faut savoir déléguer parce que sinon, vous allez vous perdre. Parce que votre but, évidemment, ce n'est pas d'avoir 10 biens, c'est d'en avoir 50, 60, 100. Donc, il va falloir apprendre à déléguer. Moi, j'ai une personne qui s'occupe de la partie propriétaire, signature de contrat, contact avec les propriétaires, rendez-vous, facturation. Et j'ai une autre personne qui s'occupe de toute la partie voyageurs. Gestion aussi de l'équipe de femmes de ménage, planning, etc. Et elle le gère superbement bien. Sincèrement, j'ai beaucoup de chance de les avoir. Moi, je suis beaucoup en Floride, on voyage énormément. Elles sont là, elles gèrent. C'est le plus difficile, je pense, c'est trouver des personnes de confiance. Une fois que vous les avez, vous êtes tranquille. Surveillez. Même si vous déléguez, vous restez le patron de votre société. Il faut être présent, il faut être à l'écoute, il faut bien les payer. Comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux avoir un gros gâteau et une petite part plutôt qu'un petit gâteau et une grosse part. Clairement, il faut bien les payer, elles font le boulot et il faut être à l'écoute et surveiller. C'est pas malsain, c'est votre société, c'est normal. Il faut surveiller de temps en temps les ménages, il faut être présent dans votre société. Rentrer dans le moule, vous allez finir tarte, c'est vrai, clairement. Et si vous voyez petit, vous resterez petit. Jamais j'aurais imaginé, il y a 5 ans de ça, avoir une conciergerie en France avec 45 biens, 10 sociétés, une société de sous-location qui est gérée par ma conciergerie, m'expatrier en Floride avec mes enfants, voyager toute l'année. Mes enfants sont au CNED. Ils kiffent leur vie, sincèrement, ils kiffent leur vie au CNED. Et en fait, on travaille beaucoup, mais on travaille pour vivre. Voilà.